Je kiffe. C'est trop pour mon Instagram. Qu'est-ce que ce monde est devenu? Ça vous arrive pas, vous, tous les jours, d'avoir des personnes qui sont comme ça? Et là, tu dis, mais pourquoi tu es comme ça? Je me pose toujours la question, c'est qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie, à un moment donné, à faire? Parce que moi, je me dis, si tu fais ça, t'es pas mal, mais pourquoi, à un moment donné, c'est devenu une méthode d'élégance? C'est-à-dire que la personne, elle pense qu'à ce moment-là, quand elle fait... Tellement saut naturel. C'est intéressant, l'image de soi. Et c'est très complexe. Mais avant, j'aimerais franchement qu'on réapplaudisse et qu'on souligne la performance de Nathalie et Mahalia, parce que je trouve que dans l'univers des conférences, donner une conférence à deux, c'est extrêmement complexe. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'accepte que très, 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 très rarement. Parce que d'abord, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, il faut qu'il y ait un niveau de développement personnel qui soit équivalent des deux personnes. Il ne faut pas qu'il y ait d'ego entre les deux. Il faut qu'il y ait beaucoup d'amour et de circulation. Et je trouve que la prestation, elle a été ultra brillante. Et une fois encore, il faut que j'arrête de faire passer les gens avant moi, quoi. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais bah non, mais tu vas pas parler de ça. Elle a parlé de ça. Mais tu vas pas quand même dire ça. Il y a quand même une chose que j'ai retenue, c'est que tu peux être pas terrible et irrésistible. J'ai dit, c'est bon, j'ai toutes mes chances. Je serais peut-être un jour irrésistible. Mais c'est intéressant l'image de soi, parce qu'en fait, on n'imagine pas à quel point, en fait, dans la société dans laquelle on est rentré aujourd'hui, la condition de l'image de soi a pris une place prépondérante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on montre qui les autres ont envie de voir de moi, qu'ils aimeraient de moi si j'étais à leur place, pour pouvoir leur convaincre que moi, je suis bien. Brian, tu me laisses, je m'entraîne, demain je pars à Montréal, il faut que je tape mon accent québécois. Et donc c'est intéressant de comprendre, je fais tout aujourd'hui, toute la société organisée est une société d'image. Regardez nos politiques. Nos politiques sont devenues des politiques d'image. C'est-à-dire qu'on va calculer exactement ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. C'est intéressant. En 2005, j'avais une société avec des amis de marketing politique. On avait accompagné 17 personnalités politiques, 16 ont été élues. Vous savez que la stratégie, elle était bonne, mais c'était qu'une stratégie d'image. Mais je me suis rendu compte encore pire, c'est que ces personnes qui étaient censées représenter les institutions qui étaient en train de représenter le peuple n'en avaient strictement rien à faire. Mais ils avaient compris une chose, c'est que s'ils travaillaient leur image, on voterait pour eux. Ce qu'ils auraient dû comprendre aussi, c'est que si on vote une personne pour l'image qu'elle représente, mais qu'au final, elle n'est pas en accord avec l'image qu'elle nous a présentée, on va détruire l'image de cette personne pour qu'elle corresponde à ce qu'elle est vraiment. Et c'est la raison pour laquelle tous les hommes politiques qui sont dans un défaut d'image et qui ne sont plus dans une authenticité de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils pensent qu'ils devraient être pour être élus, sont des personnes qui systématiquement se font ultra descendre derrière, indépendamment des promesses qu'ils ont données. Ça veut dire que l'image de soi, oui, elle est vendeur, c'est vendeur l'image de soi, sur le mode de fonctionnement et de travail. C'est sûr que si tu veux vendre quelque chose, tu as intérêt de bien représenter. C'est le mieux. Mais ce que tu dois représenter doit être quelque chose d'authentique. Et le problème de la société dans laquelle on est, c'est qu'on a fait l'apologie de l'image, mais on a oublié que le propre de l'individu, c'est pas de proposer une image qui corresponde à ce qu'on veut que les autres acceptent, c'est qu'il soit authentique. Et d'ailleurs, on ne peut pas être authentique sans accepter d'être vulnérable. Donc c'est important de comprendre que ce monde-là de l'image, ce monde dans lequel, en plus, on montre tout aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, je dois faire encore partie d'un des rares Indiens
à d'abord être allé sur Facebook et Instagram hyper tard, mais ce ne sont que des positionnements professionnels. Moi, on me tanne tous les jours pour me dire « David, il faut que tu boostes ton Instagram ». Ouais, ok, je vais réfléchir. Non, mais c'est très simple, t'embête pas. Hein. Tu filmes des moments de ta vie de tous les jours. Parce que Instagram, c'est du voyeurisme. Donc, des moments où tu es avec tes chiennes. De qui tu parles? De tes chiens femelles. Ah, d'accord. Des moments où tu manges, photographies ce que tu manges. Et donc, ça, les gars, ça, c'est vendeur. À mort. Bah non. Non, je ne peux pas me résoudre à faire ça. Parce que moi, je pars d'un principe, c'est que si j'ai rien à dire, je la ferme. Non, parce qu'il n'y a rien de pire, franchement. Quand je vois les Instagram, mais même de certains potes, hein, qui te montrent toute la journée ce qu'ils font, les trucs. Les gars, oh, à quoi ça sert? C'est qu'à un moment donné, on est rentré dans une espèce d'idéologie que plus tu montrais de qui tu es, en clair, plus tu montres l'image de ce que tu es, et plus tu vas être socialement accepté. En plus, avec une course de il faut que j'ai un maximum de likes, il faut que j'ai un maximum de followers. J'ai quand même des personnes qui sont venues me voir pour me dire, vous savez, on peut vous vendre des followers et des likes. Mais tu fais la traite des blanches, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que c'était interdit. Mais non, on travaille avec des petits malgaches qui toute la journée tapent des... Oui, mais en fait, juste un truc que si demain un jour je veux proposer quelque chose, est-ce que les petits malgaches ils vont acheter? Ah non. Donc à quoi ça sert? Bah montrer aux gens que vous êtes suivis. Parce que dans la tête des gens, plus t'as de monde, plus ça marche. J'ai des confrères qui ont 400, 500 000 personnes qui les suivent. Et après, c'est intéressant parce que tu regardes le nombre de personnes qu'il a et le nombre de vues qu'il a par vidéo. Tu dis, ah, ou bien t'intéresses personne de tes followers, ou très très peu de gens, ou bien il y a un problème. Et en même temps, à quoi ça sert? Bon, je ne vous parle même pas de ceux qui planquent carrément le nombre de followers qu'ils ont et qui disent j'ai été suivi par des millions de personnes. Mais non, arrête. Parce que c'est pareil, je vais faire des calculs sur ce nombre de vues que tu as par vidéo et je vais m'apercevoir que chouchou, tu déconnes, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Mais le problème, c'est qu'on est rentré dans un tel univers dans lequel l'image, ce qu'on présente aux autres est devenu tellement important qu'on en a oublié d'une chose, c'est d'être nous-mêmes, en fait. C'est tellement triste de s'apercevoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes que dans la conformité. Et en fait, on a, plutôt que de faire évoluer notre image, on l'a fait régresser et on l'a sous-traitée à quelqu'un d'autre. On va faire un petit retour en arrière. Cette image de soi, elle se construit quand? Elle se construit depuis notre tendre enfance. En fait, l'image de soi, si on devait en donner une définition simple, c'est l'ensemble des connaissances que j'ai sur moi-même. C'est ça une image de soi. C'est ce que je pense, ce que je sais, ce que je connais de moi-même. Ok? Mais dans un premier temps, autant vous dire que quand je suis né jusqu'à un certain âge, je ne connais rien de moi-même. La seule chose que je sais, c'est ce qu'on me dit et ce qu'on me renvoie. Et vous savez, à travers le système de projection, la plupart du temps, quand on nous dit quelque chose, quand on dit ce que l'on est, on est rarement cette personne-là en vrai. On est ce que la personne pense de nous. Mais est-ce que la personne, est-ce qu'elle dit ce qu'elle pense de nous, elle est en contact avec ce que l'on vit vraiment? Mais comme en plus, quand je grandis, que je suis jeune, mon cortex préfrontal, il n'est pas formé, je n'ai pas ce raisonnement et ce détachement. Heureusement peut-être, mais malheureusement souvent. Parce que ça veut dire qu'en fait, je suis ultra dépendant de ce que disent ou pensent les autres et de ce qu'ils vont me renvoyer. C'est-à-dire qu'en fait, les autres vont me définir. Ça pose un vrai problème. Parce que cette définition de soi, dans l'inconscient collectif, on la remet quasiment jamais en question. Et quand on la remet en question, c'est le fruit d'un travail de développement personnel énorme, ou alors le fruit d'un burn-out, le fruit d'une dépression, le fruit d'un traumatisme, qui vont nous obliger à nous poser la question sur qui sommes-nous vraiment? Est-ce que je suis la somme de tout ce que l'on m'a renvoyé depuis que je suis petit?
Est-ce que je suis la somme de tout ce que j'ai pensé à cause de ce qu'on m'a renvoyé depuis que je suis petit? Et vous allez voir que le vrai travail de développement personnel par rapport à l'image de soi, c'est de rentrer dans la vérité de soi. Et la vérité de soi, c'est quoi? C'est la capacité que l'on va avoir de se détacher des étiquettes qu'on nous a données, qu'on nous a attribuées. C'est particulier l'image de soi parce qu'une fois encore, l'image de soi, elle vient aussi en lien direct avec la dimension sociale. L'image de soi, c'est ce qu'on m'a renvoyé pour dire « Hey, tu veux être aimé par tout le monde? Tu veux compter parmi ces gens? Tu veux être apprécié ?» Parce que mes parents, vos parents, ils ont compris une chose. C'est que dans la vie, l'un des plus grands besoins que nous avons, le premier, c'est d'être aimé. Le deuxième, c'est d'être compétent. Le troisième, c'est d'être utile. Donc, sur les deux premiers, l'éducation va couvrir à peu près 95% de ses besoins. Et dans cette capacité, ils vont nous dire, voilà, chouchou, quand tu es dans ton mode de fonctionnement, quand tu fais ça, on t'aime. Quand tu fais ça, on a le sentiment que tu es compétent. Par exemple, quand j'aidais mon père dehors parce qu'on avait un jardin et que de temps en temps, il fallait qu'on l'aide, c'était obligatoire, il me disait, sors tes mains de tes poches. On va croire que tu es feignant. Juste, j'ai froid. Je m'en fous. Si tu travailles demain, qu'est-ce que les gens vont penser? Vous devez comprendre que l'image de soi, elle repose sur cette idée, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Et en fait, notre rapport avec ce qu'est-ce que les gens vont penser de toi va créer une dynamique de dire qui je dois être, qui je dois communiquer, qui je dois présenter au monde pour être aimé, compétent et leur donner l'illusion, ou en tout cas l'idée, la perception que je suis quelqu'un d'utile dans la vie, quoi. Et à partir du moment où on rentre dans cette dynamique-là, qui n'est pas une mauvaise dynamique en soi, en fait, en vrai, c'est important de se positionner, de poser la question de temps en temps, c'est qu'est-ce que je dois faire pour être aimé? Il n'y a pas de problème tant que tu ne rentres pas dans la prostitution. C'est important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont prostituées. Ça veut dire quoi? Qui se vendent elles-mêmes pour qu'elles soient acceptées par les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas carrément oublier d'être qui tu es, quoi. Et vous savez, ça a un nom, hein, en psychanalyse, ça s'appelle la dépersonnalisation de soi. C'est qu'à un moment donné, je vais m'assurer d'être quelqu'un qui va être aimé par les autres, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, je nie tellement qui je suis que je ne m'aime pas moi-même. Vous comprenez le processus? C'est un truc complètement dingue, alors que, en fait, tout ça devrait être un renforcement personnel de m'aimer plus, d'être plus heureux et de m'éclater dans ma vie. Non! On passe complètement à côté du système parce qu'on s'est fourvoyé, on s'est vendu. Regardez l'univers dans lequel on est. Regardez l'univers dans lequel on est, dans lequel on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la pensée unique. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de tu dois dire des choses qui sont communément acceptées. Imagine l'idée que tu dises que tu aimes Donald Trump. Imagine un mec qui dit « Oh non, mais moi, Trump, j'adore. Je le trouve super, il est dynamique. Bon, il est un petit peu... il est dynamique. Mais comment? T'aimes Trump? » Alors que ça se trouve, la même personne qui est en train de vous dire ça, elle aime Trump aussi. Mais socialement, il ne faut pas dire que t'aimes Trump. Tu ne peux pas dire non plus, par exemple, que tu es contre le mariage homosexuel. Tu ne peux pas. C'est interdit. Ok? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas que, une fois encore, je ne porte pas un jugement de valeur sur ce qui est bien, pas bien. C'est juste que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, en fait, la société, elle a imposé ses diktats de pensée. Elle est en train de nous dire, hey, si tu veux qu'on t'aime, si tu veux qu'on perçoive de toi que tu as une bonne image, il faut que tu te conformes à ce que nous sommes et que tu penses ça. Et toi, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te conformer, tu vas vivre, tu vas donner tes idées pour que les personnes
penses que tu es en accord avec ce qui socialement est acceptable. Tout le monde me suit? Mais une fois encore, tu t'oublies dans tout ça. Une fois encore, tu vas te rendre compte que tu es en train, ce que j'appelle moi la prostitution intellectuelle, tu es en train de vendre qui tu es, parce que c'est une sorte de vente, sauf que tu es dans la dénégation de complètement la personne que tu es, de ce que tu penses profondément. Et je pense pour cette raison qu'il n'y a rien de pire que la pensée unique. C'est très important de voir à quel point parfois on essaie de nous imposer des choses. Je me rappelle, exceptionnel. Je vais au Maroc, je vais donner une conférence, et il s'avère que la conférence sur place, tout est financé par la vache qui rit. Je crois qu'aujourd'hui elle pleure, vous allez voir. C'est la vache qui pleure au Maroc. La vache qui rit à l'époque met une énorme campagne sur acheter de la vache qui rit pour vos enfants, il y a du zinc à l'intérieur, quoi. Et moi, quand j'arrive sur place, je ne savais pas que c'était la vache qui rit qui organisait ça. Donc les personnes viennent me voir, je dis voilà, nous vous présentons madame, représentante de la société organisatrice de tout ça, qui a financé par la publicité, et c'est la vache qui rit. Et alors, monsieur Lefrançois, ce serait bien que, par exemple, dans votre conférence, vous puissiez dire un mot sur la société et de dire combien le produit il est intéressant. Je vais avoir un petit problème quand même. Parce que proposer ce genre de produit avec la composition qu'il y a à l'intérieur à nos enfants, moi je ne le fais pas personnellement. Donc, oui, je comprends cette réticence, monsieur Lefrançois, mais comprenez que c'est la vache qui rit qui organise et que peut-être vous... Oula, ça... Juste un mot, monsieur Lefrançois. Donc en fait, vous me demandez de dire ce que je pense de la vache qui rit, c'est ça? Oui, voilà, monsieur Lefrançois, c'est bien, c'est ça. Ok. J'ai défoncé la société, quoi. J'ai défoncé le produit. Et à ce moment-là, je dis, c'est sûr qu'ils ne paieront jamais les honoraires. Mais vous savez quoi? Je m'en fous, je me suis fait un kiff. Parce qu'elle était là devant. Elle était là devant et je la voyais se décomposer. C'est-à-dire que cette femme qui faisait à peu près 1m75 de haut, elle a terminé ma conférence, elle faisait 25 cm. Je l'ai vu se réduire. Et moi qui en rajoute sur, au contraire, vous devez aller sur l'alimentation crue, faites attention, laitage. Je vais vous expliquer les laitages et surtout l'abus de zinc dans le laitage. Vous devez comprendre que la composition, elle a un impact sur certains neurotransmetteurs. Donc, pardonnez-moi, madame, mais vous pouvez, en tant qu'adulte, éventuellement manger ce genre de fromage, si vous appelez ça du fromage. Mais par contre, pour vos enfants, no way, quoi. Vraiment pas. Voilà. Vous pouvez vous suicider maintenant, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, il y a une personne qui est venue me voir qui m'a dit David, pourquoi tu as fait ça? Mais c'est parce qu'on m'a demandé de dire quelque chose que je ne pense pas. Parce que figurez-vous qu'en fait, pourquoi j'étais dans ce truc-là, c'est qu'elle m'avait piégé, la petite louloute. Et que je déteste ça. Parce qu'elle était montée sur scène. Oui, voilà, la vache qui rit est heureuse de vous présenter aujourd'hui. Alors moi, je la vois chercher partout, la vache qui rit. Je dis, franchement, une vache rouge avec un sourire, t'as envie de la voir. Il y a un mec, il a fait un livre sur la vache pourpre, il a été millionnaire. Je me dis, si je vois la vache qui rit en rouge, franchement, je fais un selfie avec elle. D'abord, la vache qui rit, je ne l'ai pas vue. Elle doit être en dépression à force, sa pauvre. Juste avant ma présentation, et monsieur Lefrançois vous dira naturellement tous les bienfaits qu'il pense du produit de la vache qui rit. Hein, monsieur Lefrançois? Oh oui. T'inquiète pas que je vais le dire. Tu vas voir, toi. Si tu crois qu'il va m'accoler dans les cordes et que je vais pas m'en sortir pour t'en mettre une, t'as pas compris. Mais une fois encore, c'est ça le principe. C'est aujourd'hui, le monde n'attend qu'une seule chose, c'est la conformité. C'est-à-dire qu'on vous dit exactement ce que vous devez faire, ce que vous devez être pour accepter. Ça peut être par exemple au niveau vestimentaire. Ça peut être par exemple au niveau des pensées sociales. Ça peut être par exemple, vous pouvez penser certainement que le monde fonctionnerait mieux avec une dimension libérale. Vous pouvez penser, vous n'avez pas intérêt de le dire.
Je veux juste que vous compreniez une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on est vraiment soi-même, ça craint. Ça craint parce que quand on est soi-même, c'est sûr d'une chose, on ne sera pas aimé de tous. Et en fait, travailler sur l'image de soi, c'est rentrer dans cet accord que le but d'une vie, ce n'est pas d'être aimé de tous, c'est d'être aimé de soi-même d'abord. Et qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, si vous restez vous-même, planté dans vos convictions, avec vos valeurs, et que vous assumez, il n'y a pas une bonne image de soi sans le fait d'assumer qui tu es. Si tu assumes qui tu es, et que même si ça dérange, tu arrives à rester qui tu es, tu peux être sûr d'une chose, tu auras une bonne image de toi. Maintenant, c'est une autre question, c'est l'étiquette. Quelles sont toutes les étiquettes que vous avez sur vous-même? Par exemple, réfléchissez. Si les autres dans la salle, ou ceux qui vous connaissent, devaient venir vous voir et mettre une étiquette sur toi, qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Ça, c'est une première démarche à avoir. On a eu des exercices brillants avec Nathalie et Mahalia tout à l'heure. Et une fois encore, ces exercices qu'elles vous ont proposés, quand vous rentrerez à la maison, faites-les. Parce que les exercices simples qu'ils ont proposés, mais incroyablement efficaces, peuvent vous permettre d'avoir une autre perception de vous-même. Mais réfléchissez, quelles sont toutes les étiquettes qu'on a données sur moi? Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Parce que vous comprenez une chose, c'est que quand on est petit, on va nous étiqueter, et une fois qu'on est étiqueté, une fois qu'on a packagé le produit, on va s'attendre à ce que vous soyez en conformité avec le produit. Comprenez une chose, je t'observe, je suis en train de dire qui tu es, ce que tu vas faire dans la vie, je te dirai si c'est bien, pas bien. Je vais te le répéter pour une seule raison, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de te le dire. C'est la raison pour laquelle un jour, on peut vivre en détachement total de la dimension familiale, on peut vivre à des milliers de kilomètres, et pourtant, on agira toujours de la même façon. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est conformé. Parce que ces étiquettes, on les a acceptées. Tout à l'heure, Mahalia vous disait qu'une croyance, c'est une pensée qu'on considère comme étant la vérité. Elle vous a dit aussi que la plupart des croyances nous sont transmises. 80% de votre système de croyances appartient à votre environnement. 80% de notre croyance sont des raisons purement épigénétiques. C'est-à-dire que nous pensons que nous avons un pouvoir de penser par nous-mêmes, mais en fait, on a un pouvoir d'absorption des pensées des autres qu'on va considérer comme les nôtres. Et ça va commencer à poser un vrai problème, mes petits chouchous. Parce qu'en fait, en vrai, sommes-nous vraiment conscients de qui nous sommes vraiment? Et la vérité de soi, c'est justement se dire, ok, ces étiquettes, je vais les prendre une par une, et je vais apprendre à m'en détacher. Oh, David, il est gentil. Oh, David, il est généreux. Suis-je vraiment gentil ou généreux? Et est-ce que j'ai envie de l'être dans ma vie? David, il est colérique. David, il est timide. Alors, sur quelle base tu t'appuies pour dire un truc pareil? C'est vrai, j'aurais tellement aimé quand mes parents me disaient, mais en plus, avec la comparaison de mon frère jumeau juste à côté, qui lui n'était pas timide apparemment, et qu'on disait, ah non mais David il est timide. Oui mais là j'avais pas envie de l'être. Non mais t'es timide. Ah non, vous allez voir. Puis après, il y avait des trucs qui passaient dans l'esprit de mes parents, je ne sais pas ce qui leur passait dans l'esprit, mais un jour ils ont commencé à dire, David, il est tellement maladroit que tout ce qu'il touche, ça casse. Mais heureusement qu'ils ont eu de la chance que j'ai fait de la psychologie bien plus tard. J'aurais fait du harcèlement moral. Comment tu peux te permettre d'étiqueter? Vous savez pourquoi les parents ils étiquetent? Parce que c'est facile. Ils étiquetent parce qu'une fois que l'enfant il a un étiquetage, c'est beaucoup plus facile de fonctionner avec lui parce qu'on a des repères. Donc ça veut dire que quand on a des repères sur le fonctionnement d'un enfant,
le contrôle parental est beaucoup plus facile. Quand on a un contrôle parental qui est plus facile, l'éducation est plus fluide. On obtient de lui quasiment ce que l'on veut. Une fois encore, putain de formatage. Pardon pour le mot putain. J'ai promis à un ami que je dirais plus de gros mots. Je veux qu'on mette un sur la vidéo. En plus, j'avais une grande réflexion avec mon épouse dernièrement. Je dis, cette année, je prends l'engagement de dire de moins en moins de gros mots. Mais par contre, quand même, parfois j'ai envie de dire le mot quand même. Donc je m'étais dit, je vais le remplacer. Alors on cherchait un remplacement pour le mot tut. Et j'avais dit, bah tiens, VRP par exemple. Représentant de commerce. Ouais, c'est du commerce. Voilà, donc j'ai essayé de changer les choses. Donc, je peux vous garantir que vraiment, VRP, ça m'a vraiment abîmé la vie de faire des choses comme ça. Mais une fois encore, ce que je veux dire par là, c'est que tout va être une question de conformité dans le monde dans lequel on est. Regardez, vous avez remarqué que les Instagrams de tous nos adolescents se ressemblent, c'est les mêmes. Ils partagent les mêmes choses, au même moment, avec les mêmes idées. Et c'est intéressant de voir que quand on analyse le harcèlement moral sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui ressort. Vous savez quoi, ce que c'est ? Le désir de la personne de sortir de cette conformité. Maintenant, quand on a quelqu'un qui sort du lot et que finalement il nous renvoie à nous-mêmes que nous sommes des moutons, vous savez ce qu'on va faire ? On va quand même tout faire pour lui prouver que c'est un mouton. Et là va démarrer le harcèlement par les réseaux sociaux. De dire, mais tu dis n'importe quoi, tu dis de la merde, regarde-toi, mais va te suicider, puis t'es moche en plus. Ultra violent. Mais pourquoi ? Parce que tu ne te conformes pas. C'est incroyable. Et une fois encore, je ne suis pas contre le fait de ne pas être à la mode, de ne pas être dans le courant, mais c'est à un moment donné d'être conscient. Une fois encore, comprenez une chose, je le dis toujours, mais je vais le répéter. Où tu développes tes aptitudes à être plus conscient de ce que tu es, où tu deviendras un conscient de ce que tu es. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu mettras de la bêtise à justifier scientifiquement ce que tu es. Cette logique de conscience, c'est important de dire qui je suis vraiment. Ça veut dire en fait que l'image de soi, c'est une perception de soi-même qui pourrait reposer sur 4 axes essentiels. D'abord, ce que je connais de moi, okay, donc ce qui est connu par moi et ce qui est connu par les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des zones de moi-même qui sont connues, je sais que je suis ça, mais les autres aussi. Okay ? Et une fois encore, est-ce que je suis en accord avec ça ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est juste ? Et la question c'est, est-ce que je ne pourrais pas faire évoluer ? Parce que le problème avec l'image de soi, c'est que bien souvent, on a le sentiment que c'est définitivement figé. On a le sentiment qu'une fois qu'on a établi, voilà toi qui tu es, à travers tous les étiquetages modernes qu'on t'a donnés, l'espèce d'inconscient collectif, c'est tu ne pourras pas sortir de ça. C'est fou. Je reviens de Las Vegas et de Los Angeles. Je suis allé à Las Vegas, qui avait un gros salon sur l'innovation. Après, je suis allé voir mon beau-frère à Los Angeles pendant une semaine. Et je suis revenu là, juste en fin de semaine, pour repartir le lundi ici à Paris. Donc autant vous dire que cette semaine, j'étais en plein jet lag. C'était très dur. J'ai eu beaucoup de difficultés à donner une formation de coach parce que pendant toutes ces journées, j'ai lutté aussi contre le sommeil parce que j'étais complètement inversé avec les 10 heures de décalage horaire. Heureusement vraiment qu'il y avait des personnes qui m'envoyaient beaucoup d'énergie parce que sinon, j'aurais eu des difficultés. Donc, cette nuit, à peu près à 2h30 du matin, hier, je me suis endormi à 10h, je n'avais pas fait ça depuis 10 ans. J'avais le sentiment que ça n'existait plus. Et à 2h du matin, j'étais frais comme un gardon, au garde à vous. Donc dans ces cas-là, tu te dis, bon, je ne vais pas encore travailler, je vais lâcher prise. J'ai allumé la télé. Et j'ai vu un truc sur France 3, je crois. C'est une vieille émission sur les sagas des vieilles émissions de télé. Alors, il y avait Château Vallon, il y avait Dallas.
Tous ceux qui ne savent pas de quoi je parle, bah déjà, sachez que allez vous faire voir ailleurs parce que vous avez moins de 40 ans, je déteste ça. Voilà. Et puis à un moment donné, il racontait Dorothée a eu l'opportunité de remplacer Gérard Klein, qui avait une série qui s'appelait L'Instit. Et en fait, ils ont fait des tests et ils ont remarqué que Dorothée était une actrice exceptionnelle. Ils ont adoré la prestation de Dorothée sur les pilotes. Et pourtant, elle n'a jamais été sélectionnée. Pourquoi ? Parce que la peur des personnes qui commanditaient et qui allaient financer le feuilleton, à l'époque ça s'appelait un feuilleton, les personnes qui allaient alimenter le feuilleton, en fait, avaient la crainte qu'elle soit tellement étiquetée par rapport à sa prestation pour les enfants que les personnes boudent la série et que du coup, ça soit un investissement mort. En clair, une fois encore, tu étais dans ton image de présentatrice télé d'animation pour les enfants, et ben, tu ne pouvais pas en sortir. Et ce diktat-là, il est absolument terrible. Combien d'artistes ont souffert parce qu'ils ont été étiquetés dans un rôle, parce qu'une fois, ils ont eu, parce qu'ils avaient besoin de bouffer, ils ont fait un choix d'un rôle dans une petite série. Les gars disent non, bon, bah, il était quand même dans cette série pourrie. On ne peut pas aujourd'hui l'avoir comme guest sur un film. Enfin, vous n'êtes pas sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un diktat de l'image qui est extrêmement violent. Et c'est important pour ça aussi d'apprendre à s'en détacher. C'est important de vous dire que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous ne devez pas déterminer qui vous êtes en regard de l'image qu'on va vous renvoyer. Vous devez déterminer qui vous êtes en regard de l'image que vous vous renvoyez à vous-même. En clair, puisque l'image de soi est une obligation. L'image de soi est une obligation. Parce que l'image de soi, c'est un regard perceptuel qui va me permettre d'être un espèce de filtre qui va me donner le moyen de pouvoir fonctionner dans cette société. En clair, l'image de soi est à la personne ce que le GPS est à la voiture. Une représentation topographique te permettant de t'adapter à un environnement pour passer d'un point A à un point B. L'image de soi, c'est exactement la même chose. C'est ce sur quoi je vais me reposer pour être sûr d'avoir les capacités ou pas de faire les choses. Donc c'est très important, en fait, l'image de soi. Mais la question, c'est qu'à un moment donné, l'image de soi, pour la développer, il faut partir d'un autre principe. C'est que c'est à toi de décider quelle image tu dois avoir toi-même. Et ça, attention, c'est très dur et c'est incroyablement exigeant. Parce que ça va vous demander une chose d'abord, dans un premier temps, c'est d'être responsable. De se dire que finalement, je suis responsable de ce que je suis. Je suis responsable des valeurs qui sont les miennes. Je suis responsable des actes que je vais poser. Je suis responsable de mes traits de caractère et de la façon dont je les fais évoluer ou pas. Je suis responsable de ma réussite. Je suis responsable des valeurs qui sont les miennes et de ma capacité à l'incarner. Vous savez, l'image de soi fait partie des 3 piliers de l'estime de soi. D'abord, il y a l'amour de soi, comme disait tout à l'heure Malia, l'image de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est quoi ? Extrêmement simple. C'est la distance qu'il y a entre qui je suis vraiment et qui je penserais vous désirez être. Je vais répéter parce que c'est important. L'estime de soi, c'est la distance qu'il y a entre qui je suis vraiment et qui je penserais vous désire être. Plus cette distance est grande, et moins j'ai confiance en moi, plus ça va me renvoyer une image de moi qui ne sera pas bonne, parce qu'en fait, ces 3 systèmes-là, en fait, on pense qu'ils sont séparés, mais ils sont imbriqués. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une bonne image de soi si tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas avoir une bonne confiance en soi si tu ne t'aimes pas et si tu n'as pas une bonne image de toi. Donc, parfois, ça ne sert à rien de vouloir travailler sa confiance. Travaille l'image que tu as de toi-même. Travaille l'amour que tu as de toi-même. Pourquoi l'amour de soi ? Parce qu'en fait, ce processus de l'amour de soi est un concept qui nous rappelle une idée. Ne fais pas les choses pour être aimé des autres. Fais les choses pour t'aimer toi-même. Bon, je vais vous répéter celle-là parce qu'elle est intéressante, elle est importante.
Ne fais pas les choses pour être aimé par les autres, mais fais tout au quotidien pour être aimé par toi-même. Tu dois faire ce qu'il faut pour qu'au moment où tu portes un jugement, regard sur toi, tu dis « Hey, t'es une belle personne, David. Ce que t'as fait, c'est bien. Ce que t'as fait, c'est chouette. » Et puis après, Malia nous a rappelé la condition sine qua non d'avoir un langage sympathique envers soi-même, positif. Tout le monde sait aujourd'hui, on le sait, le développement personnel le met en avant. Si on parlait à nos amis comme on se parle à soi-même, on n'aurait pas d'amis. Mais en fait, c'est très grave ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai que c'est drôle. Mais en fait, c'est grave, ça veut dire qu'on s'autorise à être violent avec soi-même, alors que socialement, on ne le ferait jamais avec les autres. Et vous savez ce que ça présuppose comme idée? Une seule idée, force, c'est que l'autre, il vaut mieux que moi. Ça veut dire que je suis en train de mettre en place une estimation virtuelle que la personne qui est en face, elle vaut mieux que moi. Estime de soi. Toute mon estime de soi repose sur la capacité à estimer que je suis en regard par rapport aux autres. Et en fait, le vrai challenge du développement personnel, de l'image de soi et de la confiance en soi, c'est de changer le vecteur, en fait. C'est de changer le focus. Le principe, pour vous, c'est pas qu'on vous aime, c'est de tomber en amour de votre propre personne. Le principe, c'est pas de montrer aux autres « Hey, regarde comme je suis !» T'as vu? Je suis pas mal, hein? Non. Le deuxième principe, ça va être de tout faire pour que quand je me regarde dans la glace, je vois quelqu'un qui est vraiment aimable. Aimable. Avec ses imperfections, avec ses non-qualités, avec sa vulnérabilité. Et ça veut dire qu'il faut développer quelque chose qui s'appelle l'amour inconditionnel. Vous savez, c'est intéressant parce que l'amour inconditionnel, curieusement, c'est quelque chose d'incroyablement complexe, mais pourtant on le fait tous. Je sais ce que vous êtes en train de dire. Moi, je le fais pas beaucoup quand même, le truc conditionnel là. Pas mon truc. Si, l'amour inconditionnel, vous l'avez tous vécu au moins une fois quand vous êtes parents. Dans les premières semaines, lorsque vous allez tenir votre bébé, je dis rapidement les premières semaines parce que s'il fait passer nuit, l'amour inconditionnel, en vrai, tu t'aperçois que c'est un concept super surfait, que le bébé, tu as envie de l'exploser, quoi. Tu as envie de dire, poubelle. Mais on a tous vécu ça, de prendre un enfant dans les bras et de se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, mes enfants, je les aime, vous ne pouvez pas savoir. Ils ont fait des conneries, vous ne pouvez pas savoir non plus. Mais quoi qu'il arrive, je ne cesserai de les aimer. Parce qu'en vrai, ils font partie de mon ADN. C'est facile d'aimer nos enfants, vous avez vu? Par contre, c'est beaucoup moins facile d'aimer son enfant intérieur. Et pourtant, la capacité de générer une bonne image de soi dépend de la capacité que vous avez d'établir un lien avec vous-même, avec cet enfant intérieur, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que tu l'aimes. Que tu lui dises que tu l'aimes, quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit, tu l'aimes. Vous avez remarqué que quand on vous aime, ça vous met une énergie, une patate, quand vous êtes amoureux, quand vous êtes amoureuse, quand vous sentez l'amour d'un proche. Vous pouvez gravir des montagnes extrêmement facilement. On vous aime. Et l'amour, c'est l'énergie la plus puissante au monde. C'est la raison pour laquelle on a mis ça avant l'image de soi. Parce que l'amour, s'aimer, c'est plus important que la façon dont on se regarde. Mais que quand on s'aime, c'est beaucoup plus facile de se regarder. Quand on arrive à avoir un amour inconditionnel, ça veut dire je m'aime sans condition. Ça veut dire que je m'aime même si j'échoue. Je m'aime même si physiquement, je ne suis pas si au top que j'aimerais. Je m'aime
même si les réalisations que je m'étais promises n'ont pas été jusqu'au bout. Je m'aime même si parfois j'ai des mauvais comportements. Je m'aime même si parfois j'ai des pensées qui ne sont pas appropriées. Je m'aime même si j'ai des défauts. Parce que le premier bloc dont je vous parlais tout à l'heure, c'est il y a des choses que je connais moi-même, ok, et que les autres connaissent. Mais il y a des choses aussi que les autres connaissent et que moi j'ignore sur moi-même. Par exemple, quand je travaille avec des managers ou quand je travaille avec des personnes, c'est très rare de voir que le type, quand tu l'écoutes, c'est le manager du siècle. Puis je me rappelle une fois incroyable. Je ne citerai pas la banque pour des raisons de confidentialité, mais un directeur d'une banque que j'accompagnais un jour me dit « Monsieur Lefrançois, j'aimerais que vous participiez à une journée d'observation de mon travail managérial et de leadership. » Ouais, mais non, moi je peux pas, j'ai pas le temps. C'est compliqué quand même. Puis toute une journée avec lui, franchement. Non, mais j'insiste parce que ça fait partie des protocoles de notre système bancaire. Naturellement, vous serez rémunéré en conséquence. Ils s'en foutaient, c'est pas son pognon. Et là, je me suis dit, bon, je vais passer une journée avec lui. Donc j'ai passé une journée comme un gland au fond d'un bureau à voir ce mec. Mais en fait, finalement, je m'étais dit que aller aux zoos, c'est sympa quand même, de temps en temps. C'était hyper instructif. D'abord, il y a eu un petit moment de gêne vers 10h30. Au moment où une femme, elle tape à la porte et elle lui dit « Oh, je suis très contente de moi, j'ai clôturé le dossier des fiches de paye. » Et là, je vois le mec, mais super embarrassé. Oui, Martine, c'est bien. « Oh, mais j'ai bien travaillé. » Alors, j'explique ça souvent dans les formations. Moi, dans ma vie, j'ai un problème. Ok. J'ai le sens. C'est pas la dysmorphophobie, là, j'ai le truc là. Bien que ça a dû m'arriver au moins plein de fois. Non, mon problème parfois, c'est que je suis frappé par un syndrome qui s'appelle le syndrome de la caméra cachée. J'ai le sentiment qu'on est en train de me faire une caméra cachée. C'est-à-dire que j'ai dû être choqué par Marcel Béliveau quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans des situations où je me dis, ils l'ont planqué où? Non, parce que je me dis, lui, il peut pas être imbécile à ce point, c'est pas possible. Il y a une limite à un moment donné. C'est le truc. Logiquement, dans ta connerie, tu dois avoir un certain cap. Et bah, t'as des mecs all inclusive. Et là, franchement, le directeur de banque, un con all inclusive. Bon. Pour le. Et donc, il y a Martine qui est là, qui est. Oh, je suis contente. Et lui, je le sens dans l'embarras. Oh, j'ai donc droit à un bonbon. Et la gars, il me regarde, je dis, oui, Martine. Et il y a Martine qui ouvre le placard. Il y a plein de bonbons. Elle prend un bonbon. Oh, je suis contente. Et elle part. Et là, je me dis, ils l'ont vraiment bien caché, celle-là. Je vois rien. C'est incroyable. Et donc, toute la journée, c'est ça, c'est comme ça. Donc quand je vous dis qu'il y a parfois il y a des zones où les autres voient des choses que vous ne voyez pas, à la fin, le gars, il arrive. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée d'un dirigeant d'un établissement bancaire ? Je peux vous le dire franchement ? Ça veut dire que je vais être direct, c'est OK ? Je vais être direct. C'est parce qu'il y a des gens comme vous, voilà, comme vous, que je n'ai jamais travaillé dans le monde de l'entreprise. Parce que franchement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes un tyran en fait. Vous n'écoutez personne, vous êtes misogyne, vous êtes rabaissant, vous êtes humiliant, vous avez mis en place un système parental qui fait qu'il y a une femme qui devait avoir 55 ans qui s'est humiliée à dire « Oh, je vais chercher mon bonbon ». C'est-à-dire que même dans mes cauchemars les plus sordides, j'aurais jamais imaginé un système managérial comme le vôtre, quoi. Mais en même temps, j'ai beaucoup de compassion parce que je me dis que franchement, en arriver
à être directeur d'une banque avec un style de management pareil, avec un peu de coaching, vous allez détrôner Bill Gates, c'est sûr. Un truc de fou. Mais lui, par exemple, il n'avait pas le sentiment qu'il était complètement misogyne. Il n'avait pas complètement le sentiment, il pensait que son style de management, il était classe. Il était autoritaire, parce que tu es un directeur de banque. Et que quand tu détiens, surtout que c'était une banque étatisée, il m'a quand même dit, vous savez, monsieur le François, quand on est dépositaire de la finance d'une moitié de l'État, écoutez, c'est la première des faiblesses. Il faut qu'on parle quand même coaching. Voilà. C'est intéressant. Donc, vous avez des zones, toi tu sais, l'autre il sait, et puis il y a des zones où toi tu sais pas, et les autres ils savent. Mais tant que tu es dans cette dimension-là, tu ne peux pas avoir un vrai retour de ce qui tu es. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut des gens comme nous. Tout à l'heure, vous parliez de feedback, les filles, mais c'est exactement ça. Quelqu'un qui va te donner un feedback, tu vas dire « Hey, chouchou, excuse-moi là. Je ne sais pas si tu as remarqué ton comportement, mais il est naze, quoi. » Et au-delà du jugement de valeur que je suis en train de te donner, je vais te donner des faits quand même. Quand je dis que tu es misogyne, je te dis que tu es misogyne pour ça. Quand je dis que c'est du harcèlement, c'est ça. Quand je dis que je t'écoute pas, ben voilà les faits. Alors, ça peut être un peu violent pour lui. En tout cas, j'imagine que c'était dur. Naturellement, j'envoie jamais un scud en coaching sans me mettre en assistance derrière pour corriger le tir et l'amener à un niveau supérieur s'il en a envie. Mais c'est juste important de comprendre qu'il y a des zones qui sont connues par les autres et des zones qui sont inconnues par soi. Vous avez des zones aussi qui sont connues par vous et qui sont inconnues par les autres. Vos petits secrets. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Bon, il ne s'est rien passé, hein, rien du tout qui est passé. J'ai détesté cette ville, j'ai détesté les personnes, j'ai tout détesté, sauf le salon, j'ai adoré. Mais quand tu es à ton hôtel et que tu dois chercher un café et que tu mets 40 minutes parce que l'hôtel il est tellement grand que tu te perds, tu te dis ton café plus jamais. Je passe pas de café toute ta vie. Mais c'est important de comprendre que ces zones-là, elles sont aussi importantes parce que c'est secret, et vous devez en avoir. Je vous le dis parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. C'est important d'avoir des secrets. C'est important d'avoir son jardin secret. Et vous savez, parfois dans les couples, quand ils disent « Non, il faut qu'on se dise tout. Nous, on se dit tout. » Ouais, vas-y. Vas-y, je ne laisse pas un mois à ton couple dans cette circonstance. Franchement, vous n'avez jamais menti ? Bande de mythos, c'est pas possible. Quand ta femme, elle te regarde, il fait « C'est joli, hein ?» Là, tu regardes encore. S'il n'y a pas une caméra. C'est très joli, chérie. C'est très joli. Tu es très, très belle. Je ne sors pas avec toi. Non, je ne veux pas qu'on m'associe avec ça. Un truc comme ça. Non. Ça s'appelle la mode. Dans quel pays? À quelle époque? C'est intéressant. C'est intéressant. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas. Et puis parfois aussi, il y a nos blessures. Il y a nos fantasmes. Non, quand je dis logiquement, quand je dis le mot « il y a nos fantasmes », vous devriez dire tous ensemble « oh yeah ». Il y a nos fantasmes. Bon, vous voyez de quoi je parle? Tu ne peux pas dire tout. Tu ne peux pas tout dire. Quand ta femme, elle va te dire, moi, tu la regardes elle? Bah, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si tu as remarqué la qualité de son sac. Son sac à main était exceptionnel, avec un grain de cuir, vraiment intéressant. Oui, mais enfin, son sac est juste à côté de ses fesses. Mais c'est juste que je lui reproche. Moi, je l'aurais porté un tout petit peu plus haut. Mais si tu crois, parce que tu pensais que je regardais les fesses de la dame, certainement pas. Non, oui, non. Oh. Bien sûr qu'on a des secrets. Bien sûr que de temps en temps, on mate. Pas vous, les garçons. Les filles.
Et puis il y a des zones qui sont des zones de mystère, qui sont inconnues pour les autres, mais qui sont aussi inconnues pour vous. Et vous savez quoi, ces zones-là? Ce sont les zones de potentiel. Ce sont les zones dans lesquelles vous allez vous révéler. Travailler son image de soi, c'est quoi en fait, en vrai? Ça va être la capacité de dire, tiens, est-ce que ce que je connais de moi, est-ce que les autres connaissent de moi, est-ce que c'est juste? Mais est-ce que c'est juste? La question a été clairement posée par Nathalie tout à l'heure. Est-ce que c'est juste? Suis-je cela? Et la question, une fois encore, c'est pas que vous devez être séduisant aux yeux des autres. La question, c'est que vous devez être extrêmement séduisant à vos yeux. Parce que vous savez, une fois encore, je peux vous donner le change sur mon image, sur qui j'ai envie de vous montrer de qui je suis. Mais à l'intérieur, je sais pertinemment qui je suis. Et vous savez, comme le disait très bien Nathalie, je vis avec cette personne-là tous les jours. Et je vais me la taper tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à mon dernier souffle, je serai avec lui. Le boulet. Avec son syndrome de la caméra cachée. Okay. Mais ça veut dire qu'il y a un moment donné, la personne que je dois séduire le plus, en fait, en vrai, c'est moi. C'est un premier travail de développement personnel, c'est de dire, est-ce qu'au fond, je suis quelqu'un de bien par rapport à mes critères, par rapport à mes valeurs? Et si j'étais quelqu'un d'autre qui me connaît vraiment et qui puisse voir en permanence qui je suis, est-ce que je serais fier de moi? L'image de soi et la fierté sont deux valeurs concomitantes qui vivent ensemble. Une personne qui n'exprime pas de la fierté pour elle-même ne peut pas avoir une bonne image de soi. Donc une fois encore, parfois, tout comme dans l'exemple que donnait Nathalie tout à l'heure sur les personnes et leur manque de désir dans le couple, ça ne sert à rien de travailler parfois sur l'image de soi. Travaille sur ta fierté. Qu'est-ce qui te rendrait fier d'être toi-même? Quelles sont les actions que tu devrais te poser pour être fier de toi? Au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau social. Vous allez voir que si vous travaillez sur ces 4 dimensions et que vous travaillez la dimension de la fierté, posez-vous cette question, réfléchissez juste maintenant, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que, si je le faisais maintenant dans ma vie, me permettrait d'être un peu plus fier dans ma vie? D'exprimer de la fierté. Vous savez, je crois que pendant des années, notamment depuis les années 80, le développement personnel et le trip post-New Age nous a amenés à nous positionner sur quelque chose qui était la réussite. La réussite. Je crois aujourd'hui profondément que cette stratégie est une erreur. Nous devons apprendre à passer à l'étape suivante. Ce n'est pas la réussite que nous devons chercher, c'est la grandeur d'être. Parce que la réussite, elle est éphémère en fait. Il y a des personnes qui ont réussi et qui ont réussi parce que le marché était favorable, parce qu'ils ont pris une décision marketing qui était favorable, parce que les circonstances étaient favorables. Mais la grandeur de soi, elle peut être permanente. Donc je peux avoir des revers de fortune, mais toujours avoir un mode de fonctionnement qui est noble. Qui est noble. Dans ta vie, tu pourras toujours avoir des comportements grand train ou des comportements petit train. Première classe ou tortilla. C'est un choix. C'est un choix. Vous voulez avoir une bonne image de soi, il n'y a pas de problème. Pose des actions concrètes vis-à-vis de toi-même d'abord et vis-à-vis des autres qui t'assurent que ce que tu vas faire te rendra fier. Que ce que tu vas faire va permettre ta grandeur. Parce que quand tu les auras fait, tu diras « Hey, je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. » C'est ça qu'on cherche. Bon, toutes les personnes qui ne connaissent pas cette chanson, pareil. Je vous déteste. La deuxième chose, puisqu'il y a un espace de je ne connais pas, mais les autres savent quelque chose sur moi que je ne connais pas, ça veut dire que c'est aussi important d'aller choisir son feedback, d'aller choisir des personnes qui vont nous offrir un bon feedback. Choisissez vos critiques.
Un jour, ma mère me fait une grande confidence. Elle me dit, mon fils, est-ce que je peux te parler? Je peux te dire quelque chose sérieusement? Je dis, maman, vas-y. Je suis très fier de toi. Je suis très très fier de ta réussite. Je suis vraiment... Tu me combles de bonheur et de fierté. Ah bon? Tu sais, depuis que je t'ai vu dans cette émission sur France 4 avec Élodie Gossuin, j'ai su que tu avais réussi. À l'époque, j'avais une émission qui s'appelle Un coach pour changer ma vie sur France 4. Et à la fin, l'émission était animée par Élodie Gossuin qui me posait des questions sur chacune des émissions. Et franchement, c'était sympa. L'émission était sympa. Et je dis à ma mère, maman, la vérité, ton critère, c'est ça? Ton critère pour savoir si ton fils il a réussi, c'est qu'il passe à la télé avec Élodie Gossuin. Oui, mais j'ai dit à ma petite voisine de regarder l'émission, elle t'a trouvé très intéressant, tu sais. En fait, ma mère, elle était complètement centrée sur qu'est-ce que les autres vont penser de toi. Ok? Et là, quand même, de passer avec une ex-Miss France et Miss Europe, pour elle, c'était le summum de la réussite. Je dis, maman, si tu savais les débiles mentaux qu'il y a à la télévision, franchement, mais crois pas que j'y sois, ça soit vraiment un critère de qualité, quoi. En revanche, dans cette salle, il y a une de mes meilleures amies qui s'appelle Anouk. Et Anouk, pour moi, c'est l'incarnation de ce qu'est un excellent coach et une femme exceptionnelle. J'aime ses valeurs, j'aime son regard. Quand j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, elle était présente. Elle a su me marquer non seulement son amitié, mais par la qualité de son écoute, des vraies réflexions. Et Anouk, vous savez quoi? Elle a travaillé pendant des années chez Canal+. La télé, elle connaît. Donc par contre, quand je veux savoir si l'émission que je viens de faire, elle est bonne ou pas, Anouk est un excellent retour. Et si Anouk me dit, David, je t'adore, hein, mais l'émission, c'est pas pour toi du tout, quoi. Voilà exactement la personne que je dois écouter parce que je sais qu'elle est bienveillante. Je sais que son regard, il est professionnel. Je sais que son regard, il va être aussi, il va me préserver. Elle me dira la vérité. Donc elle, je peux lui faire confiance. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est juste important de comprendre que puisqu'il y a des choses que les autres voient, que moi, je ne vois pas toujours. Il faut aller chercher ça. Il faut aller se confronter. Et de temps en temps, quand il y a des personnes qui nous font des critiques, alors il peut y avoir parfois dans l'intention de la personne quelque chose de néfaste. C'est pour ça, une fois encore, choisissez vos critiques. Mais quand plusieurs personnes vont vous dire la même critique, il y a un moment donné, peut-être que ce serait bien d'écouter, quoi. Vous savez, c'est une règle, par exemple. Moi, j'ai une règle chez moi qui est très simple. Si une personne, un de mes clients vient voir en me disant « David, je trouve que, par exemple, le système de communication avec l'intranet, il n'est pas facile. » Ok, j'entends. Mais parfois, je pourrais me dire « Bon, encore une personne qui a mis des moufles sur son ordinateur, quoi. » Après, il y a une deuxième personne qui va me dire « David, la matière, super, mais par contre, on a du mal à se retrouver à l'intérieur, l'architecture, machin. » Bon, une fois, hasard, deux fois, coïncidence, trois fois, c'est une loi, quatrième fois, il n'y en aura pas. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'aurais mis un acte correctif. Parce que s'il y a trois personnes qui te font un retour, une critique sur quelque chose, c'est qu'obligatoirement, il y a quelque chose à creuser à l'intérieur. Donc si à un moment donné, il y a des personnes qui te font des retours sur « t'es pas assez gentil, t'es pas assez poli, t'es pas assez engagé, t'es pas assez motivé », peut-être qu'à un moment donné, ce serait important que je dise « et ils sont en train de voir quelque chose que moi, je ne vois pas ». Et je vais voir à travailler ça, toujours avec une dimension de la fierté et de la grandeur. Et quand on vous critique, dites, écoute, j'entends, je ferai ce qu'il faut pour mettre en place un acte correctif. Naturellement, si la personne, vous sentez qu'elle est bienveillante et qu'elle répond à tous les critères, comme vous pouvez répondre ceux d'Anouk, par exemple. Ça vous parle? Après, donc, il y a ce que je connais et que les gens ignorent. La question, c'est, est-ce que ce que je connais et que les gens ignorent me rend fier de moi? Je dis ça. Nos petits jardins secrets, là. Bien ou pas bien?
Et puis faites attention parce que peut-être qu'un jour le jardin secret pourrait ne plus l'être. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ces dimensions-là, il y a la dimension de la confiance. Vous remarquerez que ce jardin secret, vous ne le partagez qu'aux personnes qui vous sont incroyablement proches et dont la confiance est totale. C'est pour ça que vous leur direz des choses que vous n'avez dites à personne. Et c'est aussi pour ça qu'un coach, ça sert. Parce qu'un coach, un thérapeute, on va lui confier ce qu'on ne confiera à personne, même pas à nos meilleurs amis, même pas à nos familles, encore moins à ta mère. Mais ce coach va pouvoir nous donner un feedback, nous disant, tu sais, je comprends, mais peut-être que ça, là, ça te tire vers le bas, quoi. Vous savez, ces personnes qui vont avoir des relations adultères et qui te disent, personne ne le saura. Tant qu'on fait pas mal aux autres, tant qu'ils ne le savent pas, on n'a pas de mal à se faire du bien. Moi, j'ai même des copains qui m'ont dit, tu sais, David, quelque part, quand je couche avec cette femme, je lui fais du bien. Est-ce que j'ai pas une fonction sociale quelque part ? Voilà, une fois encore, une personne qui est inconscient. C'est-à-dire que le gars, il est capable de te justifier que quand même, sa relation adultère est quelque chose qui nourrit une personne. Et du coup, en fait, il est en train de me la présenter comme, tu sais, quelque part, je suis un héros. Je sauve le monde, oui. Oui. Il y a Pierre Rabhi, il y a moi. On n'est pas sur le même terrain, voilà, ça je te confirme. Donc c'est important à un moment donné de se poser la question, c'est nos jardins secrets là, ce qu'on ne dit à personne d'autre, est-ce que ce sont des choses qui nous font grandir ? Si la réponse est non, ça doit devenir un axe de travail, de développement personnel, pour faire évoluer ce terrain-là. Vous savez, par exemple, j'ai été surpris, un jour, on m'a demandé si ce que je savais en neurosciences était applicable dans l'univers des sex-addicts. Pourquoi ? Parce que j'ai un copain qui est sexologue, connu, il était le sexologue de la télé, et notamment, il avait un groupe de sex-addicts. Et moi, j'ai une spécialisation en psychosexologie, mais qui date d'il y a quelques années. En fait, quelques années, ça date d'il y a 20 ans, pour être clair. Mais à l'époque, la notion d'addiction sexuelle n'existait quasiment pas. C'était un cas extrêmement rare. Aujourd'hui, l'addiction sexuelle est la première addiction mondiale. Sauf qu'il y a un tel tabou derrière ça, parce que ton voisin, par exemple, ne te dira pas qu'il se masturbe plus de 10 fois par jour. Là, vous flippez les mecs. Hein. Non, mais je le connais pas. Excuse-moi, t'as l'air super sympa. Mais arrête. Promis juré. Mais non, parce que quand tu as une addiction comme celle-ci, c'est tellement tabou que tu vas dire à personne. Donc c'est ton jardin secret. Mais socialement, ça t'exclut de tout le monde. Et il n'y a pas que cette addiction. Il va y avoir d'autres addictions. Bon, je vous passe tout ce qui va être alcool, tout ça. Mais aujourd'hui, regardez comment on est addict aussi à tout ce qui est neurotrope. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir sans un Lixanxia. Un petit Lixomil. Un chnininou. C'est-à-dire que quand tu te le présentes, c'est une toute petite. Non, c'est un truc qui te met par terre. Et c'est un truc qui t'empêche de vivre les émotions. C'est un truc qui t'empêche de t'exalter. Et c'est quelque chose qui t'exclut d'une dimension sociale. Alors les personnes ne vous diront pas, tu sais, moi, si j'ai pas un Lixantia ou un Lixomil, je te jure, je me mets une balle dans la tête. Les gens ne vous le diront pas, ou très rarement. Jardin secret. Mais ce petit jardin secret, pose-toi la question, est-ce qu'il te fait grandir ou est-ce qu'il te tire vers le bas ? S'il te fait grandir, c'est good. S'il te tire vers le bas, ça là, ça doit être la priorité en termes de développement personnel. Ça vous parle ce que je suis en train de dire ? Et puis, la dernière zone, elle est une zone intéressante, comme je l'ai appelée la zone du mystère. Cette zone du mystère, en fait, c'est la zone de... Les autres ne savent pas, mais moi non plus, je ne sais pas. Vous dites, mais de quoi ils parlent ? Vous avez des personnes, parfois, qui ne savent pas que peut-être ils sont excellents dans la prise de parole en public,
jusqu'au jour où on les expose. Et la personne, elle va se révéler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut découvrir cette zone mystère qu'en osant faire des choses qu'on n'a jamais faites. Tu veux travailler sur ton estime de soi, il n'y a pas de problème. Prends des risques dans ta vie et autorise-toi à te planter à travers des expériences nouvelles. Alors, je vais le répéter parce que ça, tout le monde va dire ben oui, moi je comprends. Non, tu comprends, mais tu ne le fais pas dans ta vie. Donc, arrêtez de comprendre et faites-le. Prenez des risques. Investissez-vous dans des zones inconnues. Des zones avec lesquelles vous allez être débutant ou débutante. Ça veut dire quoi? Sors de ta zone de confort. Parce que vous allez voir qu'une personne qui s'arrange pour ne jamais être en confrontation avec les limites de sa zone de confort, elle a un point commun avec toutes les personnes qui n'ont pas une bonne image de soi. Avoir une bonne image de soi, c'est aussi de se dire « Hey, je me suis donné les moyens, j'ai pris des risques, je suis allé dans quelque chose et je me suis adapté. » Je me suis adapté. C'est le propre de l'être humain, c'est l'adaptation. C'est pour ça qu'on est encore vivant aujourd'hui si on nous compare à des grands animaux de ce monde. L'adaptation. L'adaptation vient du fait que quoi qu'il arrive, je ne pourrai avoir de l'adaptation que si je prends des risques. On peut même aller plus loin. Si on va du côté de l'univers des neurosciences, je ne pourrai m'adapter, décoder par là, faire de la synaptogénèse, donc de la neuroplasticité, que si je suis confronté à quelque chose de nouveau. Mettez en place de la nouveauté tout en acceptant que vous pouvez vous tromper et corriger. Si vous abordez le monde et la vie avec ce mindset, et que quand on vous propose un truc, vous dites oui, soyez des yes man, soyez des yes woman. Juste quand on vous dit un truc, tu ne sais pas pourquoi, dis oui. Ça, c'est le concept que j'expliquais aux filles quand je voulais les pécho. Tu connais le concept yes man, yes woman? Voilà, alors voilà, il paraît qu'il y a un truc de développement personnel qui est génial. Génial, c'est que quand on te demande quoi qu'on te demande, tu dis oui. Bon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui aimaient le développement personnel. Mais c'est important de comprendre cette dimension-là. C'est important de comprendre cette dimension-là, qu'à chaque fois que vous allez confronter avec votre zone de confort, que vous allez oser et que vous allez vous adapter, vous allez renvoyer un message très fort à votre inconscient. Hey, t'es vraiment un patron. T'es vraiment le papa. C'est qui le papa? C'est toi le papa. Tu t'es confronté, tu t'es adapté, t'es une bête. Continue comme ça, mon chouchou. Je crois que je commence à t'aimer. Et toi, tu regardes dans la glace, tu te regardes différemment. T'as beau avoir des kilos en trop, les seins qui tombent, et d'autres choses, bah t'es quand même fier de toi. Mais vous allez voir que mes petits chouchous, si vous rentrez dans une logique de vous détacher, dans un premier temps, des étiquettes qu'on vous a données. Est-ce que vous vous rendez compte, si j'avais continué à laisser cette étiquette de David est un enfant timide sur moi, est-ce que vous pensez que je serais là pour vous en parler aujourd'hui ou pas? Non. Alors, la vérité, c'est pas moi qui ai fait cette démarche. C'est que j'ai eu la chance aussi dans mon parcours de rencontrer des personnes qui m'ont amené à avoir un regard différent. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des personnes inspirantes. Parce que ces personnes inspirantes vont vous permettre de vous donner un regard différent. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des figures parentales nouvelles. C'est pour ça qu'il faut faire juste une chose, c'est de se dire, ok, mes parents m'ont transmis des choses intéressantes, mais profondément limitées. Parce que liées à leur vision du monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de penser le monde qui pourrait être supérieure, plus grande? Je peux garder des belles valeurs qu'ils m'ont transmises. Vous savez, mes parents, je les aime profondément. Mon père, Dieu ait son âme, était un homme brillant. Il m'a transmis des belles valeurs, mais il m'a transmis des choses que je ne veux absolument pas dans ma vie. Ma mère, elle a fait la guerre quand elle était toute petite. En Autriche, parce qu'elle était autrichienne, ma mère, elle avait l'obligation sur la Goebbels-Gasse, qui est une grande avenue à Vienne, de sortir tous les matins et de faire l'insigne hitlérien devant Adolf Hitler. C'est pas il y a 14 générations, c'est ma mère.
Et ma mère, elle crevait de faim. Elle allait sur des champs de patates pourries, elle essayait de trier et elle coupait. Bon, ces expériences-là nous ont amenés à quoi? À avoir une vision de pénurie. C'est que ma mère, elle peut être la mère la plus gentille du monde, elle m'a transmis un truc, tu dis, mon fils, fais attention, tu sais pas ce qui peut arriver. Elle te dit, zone de confort maximum, parce que le monde peut te mettre dans une situation dans laquelle tu n'auras plus rien. Donc ma mère, quand je suis jeune, et que dès que je gagne de l'argent, je l'investis dans les formations, je l'investis dans des conférences, je l'investis dans des voyages où je vais choper à l'étranger alors que mon anglais il est précaire et que je me prends un mois de formation aux États-Unis. Ma mère a dit, mais tu vas aux États-Unis, tu ne parles pas anglais. Ben, maman, je vais apprendre sur place. Mais non, il faut que tu apprennes là maintenant et quand tu es couramment, tu y vas. Mon fils, c'est beaucoup d'argent. Alors, écoute-moi bien, ne va pas aux États-Unis. Hein? Reste chez toi, cet argent, investis-le dans une petite maison dans laquelle tu mettras ta petite femme avec un petit chien, parce qu'il n'y aura pas la petite grosse maison, une petite maison. Et puis tu auras une petite vie de merde. Mais ça sera ta petite vie. Maman. Comment je veux dire je t'aime, hein. Mais ta vision, j'en veux pas, quoi. Et tu sais quoi, peut-être que je vais me planter, et peut-être qu'un jour je te dirai, maman, tu sais pas où je peux trouver une petite maison de merde? Parce que je me ferais bien une petite vie de merde. J'ai essayé la vie et la grande ville, mais finalement, la petite vie de merde, la grande ville n'a pas voulu de moi. Mais au moins, j'aurais essayé. J'aurais essayé. Et finalement, vous savez, l'une des plus grandes angoisses de ma vie, c'est aujourd'hui l'un des plus beaux cadeaux. La plus grande angoisse de ma vie, ça a été d'avoir un frère jumeau. Je l'aime, mon frère jumeau, attention, c'est vraiment un mec incroyable. Il est plein de belles valeurs. C'est un homme que j'aime profondément et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais qu'est-ce que c'était dur d'être à côté de lui, sans déconner. Quand j'étais petit, il était bien plus beau que moi. Vous pensez que les choses ont changé, je crois? Non, les choses ont changé un petit peu quand même. Mais par exemple, mon frère fait l'école de commerce traditionnelle, a travaillé dans une grosse société, qui a été rachetée par une autre grosse société. Et pour mes parents, c'était le summum de la réussite, quoi. Donc quand tu as un espèce de saltimbanque qui fait de la psychologie, qui dès qu'il a de l'argent, dépense son argent, qui n'a pas une femme, mais plusieurs parce qu'il en est à son 3e mariage, les parents se disent, on l'a raté le dernier. Non, mais l'autre, il a tout pris. Il a tout pris, le jumeau. Il a pris la beauté, le truc et tout. C'était terrible. Puis à un moment donné, c'est vrai que ça faisait ça, en fait. Mais moi, je me suis posé des questions. Est-ce que je me trompe pas, quoi? Mais par contre, il y a une chose que j'ai toujours aimée, c'est que même dans l'adversité, même quand j'étais dans des sales périodes de vie où c'était dur, je savais que je pouvais m'en sortir et je savais que j'avais la connaissance et l'intelligence pour pouvoir avancer. Et puis ça a commencé à faire ça. Puis ça a fait ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que la vie de mon frère n'est pas belle. Elle est vraiment intéressante et il a une très très bonne construction. Vous savez, ce que je trouve admirable, c'est que mon frère a réussi sa vie sans jamais s'intéresser au développement personnel. Et que moi, au départ, j'ai souvent raté la mienne en m'intéressant au développement personnel. Donc à un moment donné, je me dis, finalement, c'est quoi cette stratégie? Puis je fais du développement personnel et moi, je réussis. C'est un problème. Non, c'est non seulement je faisais du développement personnel, mais je n'appliquais pas ce que j'apprenais. Je me rassurais en effleurant les concepts, comme ceux que vous êtes en train de percevoir ce soir, mais je me rendais compte que je ne changeais pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ma première épouse, un jour, je revenais d'un séminaire de développement personnel exceptionnel. J'arrive hyper enthousiaste. Je dis, écoute, il faut que je te parle de ce séminaire. C'est incroyable, on a vu ça, on a vu ça. Et elle, over-sceptique. Elle me regarde et me fait, ouais, d'accord, c'est les séminaires où c'est toi qui vas, c'est moi qui change. Mais elle avait tellement raison, quoi. Elle avait raison. C'est-à-dire que j'allais dans ce séminaire, j'avais envie de changer tout le monde, mais pas un moment je travaillais vraiment sur moi. Pas un moment, quand j'étais dans des conférences comme celle-ci, je sortais d'ici et je me disais, je vais appliquer. Dans cette salle, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc a suivi une formation de coach chez moi il y a 1 an.
Et tout à l'heure, il m'a dit un truc qui était tellement beau, j'écoute, partage ça avec le nouveau cycle qui démarre là, ici. Il me dit, c'est David, il faut que je te dise, ta formation, bah, au fond, elle est incroyable. Ah, parce que t'en doutais? Non, mais il dit, par exemple, tu sais, j'ai commencé à coacher, et tout à l'heure, quand tu es intervenu, j'interviens énormément sur les basiques, la base, maîtrisez vos techniques, maîtrisez votre posture, mais maîtrisez la technique. Ne sortez pas des règles, ne sortez pas de... Je suis très exigeant et hyper engageant par rapport à ce que je propose. Et je leur dis, vous savez quoi? Le coaching, c'est du millimètre, c'est de l'horlogerie suisse. Quand tu démarres une technique, tu la termines. Il y a des mots, des phrases que je vais vous donner, vous n'en sortez jamais, jamais. Et Jean-Marc, il leur a dit, vous savez, pendant presque un an, j'ai essayé de la faire à la pom-pom-pedop. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas des super résultats. Puis à force, je me suis dit, je vais m'attarder à faire ce que David dit David, je vais respecter les règles et la technique. Et là, vous savez quoi? J'ai explosé dans mes résultats. Voilà exactement ce qu'on appelle la mise en application. Donc, je vais vous dire une chose. Je suis profondément admiratif de qui vous êtes déjà. Parce que je crois profondément ce que je vais dire. Ceux qui sont dans cette salle réussiront plus que les autres. Ceux qui sont dans cette salle seront plus heureux que les autres. Accessoirement, ceux qui verront la vidéo de la retranscription de cette formation dans cette salle aussi. Parce que, en fait, vous avez fait le choix maintenant de vous poser la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Quel que soit le sujet de l'estime de soi, c'est quoi? On a eu 2 brillantes prestatrices juste avant qui m'ont pourri ma soirée, merci, mais qui vous ont expliqué à travers une rare élégance et beaucoup de douceur, et souvent très drôle, merci, des petits exercices, des sujets simples. Quand vous rentrez ce soir, réfléchissez-y et faites-les. Après, il y a une espèce d'ostrogo qui s'appelle David Lefrançois qui vous a présenté de dire il y a des zones spécifiques, mais il y a une chose surtout que vous devez faire, c'est vous détacher des étiquettes qu'on vous a données et choisir celles que vous allez vous poser. Si vous deviez vous mettre de nouvelles étiquettes, si on avait cette possibilité de faire table rase, on efface tout et on pose soi-même ces nouvelles étiquettes. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas faire autrement que d'être étiqueté. Parce que ça rassure votre ego et votre ego, il a besoin de repères. Mais quelles sont les étiquettes que je vais me donner? Moi, celle de la timidité, ça ne me plaisait plus. Je vais mettre celle de l'affirmation de soi. Celle de l'égoïsme, j'aime pas. Je vais prendre celle de la générosité. Je vais mettre les étiquettes et ensuite, vous savez quoi? Vous faites tout au quotidien pour vous conformer à ce que vous avez décidé de l'image que vous voulez avoir dans ce monde. La seule personne à qui vous devez plaire en priorité, c'est vous-même. Parce que vous savez quoi? Regardez, la seule personne que vous ne voyez pas dans cette pièce, c'est vous. Si vous attendez... Merci. Non, mais quand je vous ai payé tout à l'heure, c'était pour plus tard. C'était pas pour là maintenant. Je vous donnerai un petit bonus pour le refaire si vous voulez. Mais c'est juste important de comprendre que la seule personne auprès de qui vous devez être séduisante, c'est vous-même. Et une fois encore, merci Nathalie de me dire que finalement, on peut être quelqu'un d'irrésistible sans avoir un super physique. Parce qu'au fond, on a raison. On ne s'attache pas à l'image. On s'attache à une personne. Et on s'attache à une personne parce qu'elle a une personnalité. Et même si la personnalité, c'est le masque, une fois encore, ce que je te montre à toi, plus cette personnalité, elle est authentique, plus la personne, elle est séduisante. Pas séductrice, séduisante. Et dans ces cas-là, vous pouvez être sûr d'une chose, vous serez dans une logique attractive. Merci beaucoup. Merci.